merci d'être venu donc assister à cette présentation que j'espère claire, comme il est écrit dans le titre. Donc, je suis donc ici enseignant-chercheur à l'Université Savoie-Mont-Blanc et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de chimie moléculaire environnement. Et dans ce laboratoire, on a deux axes de recherche principaux. Hein. C'est d'une part développer des nouveaux concepts de chimie, ce qu'on appelle la chimie verte, c'est-à-dire développer de la chimie pour un développement durable, donc aller vers d'autres stratégies de fabrication de molécules et proposer des solutions pour traiter des pollutions. Et puis il y a un deuxième thème de recherche dans lequel mes activités s'inscrivent plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle la chimie environnementale, c'est-à-dire comprendre et expliquer le devenir des polluants dans l'environnement, que ce soit dans les milieux aquatiques, dans l'atmosphère, mais aussi dans les sols. Donc un spectre assez large de recherche. Et cette année, le laboratoire fête 30 ans d'activité. Vous avez une exposition à l'entrée là, qui reprend des photos de ces 30 années d'activité. Et donc c'était l'occasion, à travers ces 30 ans, de venir présenter également une partie des activités de recherche qui se font au laboratoire. Et donc aujourd'hui, derrière moi, il y a toute une équipe qui travaille. Je vais vous présenter des travaux qui ont lieu à la compréhension des phénomènes de pollution atmosphérique, mais sous le regard du chimiste. Et comment la chimie peut nous aider à y voir plus clair. Malheureusement, je n'apporterai pas des solutions, parce que ce n'est pas le but de l'exposer aujourd'hui, mais c'est plus décrire les phénomènes. Voilà. Donc quand on parle de pollution atmosphérique, et notamment au niveau médiatique, on nous montre souvent ces photos où on voit des environnements variés, sites urbains, des problématiques dans des pays à fort développement économique, mais aussi des problématiques plus locales, comme la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. Et on montre toujours ces photos de brouillard qui incommodent les personnes, etc. Or, pour le chimiste, ces trois photos, par exemple, elles ne représentent pas la même chose. Ce n'est pas le même type de phénomène de pollution. Et ce n'est pas les mêmes origines, ce n'est pas les mêmes causes, etc. Donc, voilà, on va essayer d'aborder ça à travers cette conférence, d'essayer de voir ce qui se cache en fait derrière ces phénomènes. Alors, on ne va pas traiter tous les phénomènes de pollution atmosphérique. Je vais faire une petite introduction sur quelques notions de base sur la pollution atmosphérique. Et après, je me focaliserai sur un phénomène particulier qui est la pollution par les particules. Alors pourquoi je me focalise là-dessus ? Parce que c'est sur ce dont on travaille au laboratoire et donc qu'on connaît peut-être le mieux. Et puis c'est aussi des phénomènes qui ont eu, sont réapparus médiatiquement très forts ces dernières années, puisque notre région, notamment la région Rhône-Alpes, est fortement impactée par ce phénomène de pollution. Alors, pour démarrer, juste quelques informations sur l'atmosphère et la pollution. Voilà, l'atmosphère et ce qu'on appelle l'air, c'est un élément de grande importance pour la vie. Personne n'en doute, j'espère. Hein. On considère que on fait passer dans nos poumons à peu près 14 kg d'air par jour. Si vous comparez ça avec les boissons que vous prenez dans une journée ou les aliments, je pense que c'est beaucoup plus important. Enfin, j'espère. Hein, par rapport à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Donc voilà, c'est un élément essentiel pour notre existence sur cette planète. Mais l'atmosphère, elle a également des propriétés qui sont importantes en termes d'études des pollutions. D'une part, c'est un réservoir environnemental qui présente la plus petite masse volumique, hein, 17 kg par mètre cube. C'est un compartiment environnemental également qui peut voir rapidement sa structure être modifiée, enfin sa composition être modifiée par l'apport de polluants, notamment en raison de cette faible masse volumique. Et puis l'atmosphère n'a pas de frontières. Et donc c'est un compartiment qui joue un rôle clé et majeur dans la dispersion des polluants à travers la planète. Alors l'atmosphère n'a pas de frontières, mais la diffusion des polluants n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser en premier.
Alors la pollution atmosphérique, un petit historique, mais ça sera rapide, hein. On est très sensibilisé ces dernières années par les phénomènes de pollution atmosphérique, mais c'est une problématique qui est très ancienne, puisque les premières traces de pollution atmosphérique, on les retrouve dans les archives glaciaires, où on va retrouver des traces de l'activité industrielle, par exemple, de la Rome antique. Après, il va falloir attendre le XIIIe siècle pour on puisse retrouver dans l'histoire des traces d'incommodation par la pollution atmosphérique, notamment par l'utilisation importante du charbon à Londres, qui va démarrer au XIIIe siècle. Le premier écrit qui décrit, ou la première tentative de description de cette pollution atmosphérique va être faite par John Evelyn, qui va éditer donc un traité qu'on appelle Funifugium, et donc avec une première définition qui est une fumée qui noircit les bâtiments, souille les vêtements, contamine l'eau, stagne dans la ville. On a la première description de ce que pourrait être la pollution atmosphérique. Et c'est bien sûr à partir du XIXe siècle, début du XXe, que l'ère industrielle va s'accompagner de l'apparition d'une pollution importante et chronique, c'est-à-dire permanente, au-dessus des villes de la révolution industrielle, et qu'on va voir émerger des premières problématiques et des premiers impacts assez forts, et il faudra attendre l'épisode de décembre 1952, donc c'est pas très, très ancien en fait. 1952, décembre 1952, c'est un épisode de brouillard, de pollution sur Londres en hiver, et c'est la première fois qu'on va relier des évolutions de concentration de polluants, de particules, d'oxyde de soufre, avec une surmortalité. Donc on a là la première expression en fait d'un impact sanitaire sévère d'un épisode de pollution atmosphérique. Et il faut bien reconnaître que c'est à partir de cet épisode que la prise de conscience va être importante et qu'on va voir apparaître les premières lois sur la qualité de l'air et sur la réduction des émissions liées à la pollution. Alors qu'est-ce que c'est que la pollution atmosphérique ? Souvent on a l'habitude de dire la pollution atmosphérique c'est la présence d'un polluant qui impacte notre santé. On peut donner une définition quand même beaucoup plus large de la pollution atmosphérique. Donc je vous en propose une ici qui me semble assez complète. On parlera de pollution de l'atmosphère dans le cas où une variation de la composition de l'air modifie suffisamment ses propriétés physiques et chimiques ou chimiques pour être détectable par les occupants du milieu. Donc cette notion de modification des propriétés physiques en plus des propriétés chimiques, qui est souvent reliée à un impact sanitaire, elle est importante parce que sous ce terme-là, cette définition va englober en fait à la fois des problématiques, bien sûr, de qualité d'air, mais aussi des problématiques éventuellement de changement climatique. Alors, il faut aussi bien avoir conscience que les composés qui vont venir modifier la composition de l'air ne sont pas exclusivement des composés issus de nos activités. C'est-à-dire que ces composés, certains d'entre eux, sont naturellement présents dans l'atmosphère et c'est le surplus d'émissions qui parfois provoque le phénomène de pollution. Donc des composés issus à la fois de l'activité humaine et de processus naturels, et des composés qu'on classe dans la catégorie des polluants, qui sont soit des gaz, des molécules à état de gaz, soit ce que l'on nomme des particules, donc des phases condensées, en suspension dans l'air, mais qui représentent moins de 0,04% du volume de l'air. Donc une quantité relativement faible, mais suffisamment importante pour que des impacts soient observables. Donc quand on veut aborder la problématique de la pollution atmosphérique, on est devant une problématique qui nécessite d'avoir des approches pluridisciplinaires. C'est essentiel, à la fois parce qu'il va falloir définir l'origine des polluants, donc connaître et définir les sources et les quantités qu'elles peuvent émettre. Il va falloir travailler sur la physique de l'atmosphère pour connaître la façon dont les polluants vont être dispersés
Et puis, il va falloir aussi s'intéresser à leur devenir dans cette atmosphère, c'est-à-dire savoir si ces composés ont une réactivité, une évolution chimique particulière. Et puis ensuite, bien sûr, il y aura toute la notion de retombée de ces polluants et d'impact. Donc les polluants sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit des molécules gazeuses, soit des composés sous forme particulière. Les composés qui vont être émis directement par les activités naturelles ou les activités liées à notre présence sur Terre, c'est ce qu'on appellera des polluants primaires. Vous en connaissez, hein, vous avez entendu parler des oxydes d'azote, je suppose, des composés organiques volatiles, c'est-à-dire tous ces hydrocarbures que l'on rejette, du dioxyde de soufre, etc. Ces composés, une fois dans l'atmosphère, vont pouvoir évoluer. Certains d'entre eux vont présenter une réactivité. Et dans ce milieu atmosphérique, va se produire des réactions qui peuvent générer d'autres polluants. C'est ce qu'on appellera des polluants secondaires, issus de cette évolution chimique. Alors, l'exemple même de polluants secondaires, c'est l'ozone. Hein. Vous avez sûrement aussi entendu parler d'épisodes de pollution à l'ozone. Ce sont des épisodes qu'on voit essentiellement en été. Pourquoi en été ? Parce que on a de l'énergie ici qui nous permet, qui permet la réalisation de certaines de ces réactions et donc la formation de cet ozone, par exemple. Et puis, pour terminer la compréhension de la pollution atmosphérique, il va falloir bien sûr intégrer la notion d'impact. Alors, les polluants ont potentiellement des impacts directs pour certains d'entre eux, voire des impacts indirects. Et plusieurs critères vont venir conditionner cette notion d'impact. Un premier critère sur lequel on peut discuter, c'est de savoir si un polluant a un impact plutôt local ou plutôt global, c'est-à-dire à l'échelle de la planète. Et donc pour évaluer ça, il est nécessaire d'avoir une compréhension de la dynamique atmosphérique d'abord. C'est ce qui est représenté ici. La dynamique atmosphérique, donc la physique de l'atmosphère, va nous permettre de définir ce qu'on appelle des temps de transport, c'est-à-dire le temps moyen qu'un composé suffisamment stable dans l'atmosphère doit prendre pour soit se répandre sur la totalité de l'atmosphère, soit sur une hémisphère, etc. Et vous voyez que ces temps de mélange sont relativement différents suivant les processus. Ce qui montre ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'atmosphère, certes, n'a pas de frontières, mais les échanges et le transport atmosphérique n'est pas aussi simple que ce que l'on peut imaginer. Et il y a des temps nécessaires pour que nos composés puissent se déplacer dans l'atmosphère. À cette dynamique atmosphérique, le chimiste il va venir confronter un autre aspect qui est la réactivité atmosphérique, qui va classer, qui va déterminer à partir de ce qu'on appelle des temps de vie chimiques. C'est-à-dire qu'on va tenter d'identifier les réactions les plus rapides qui permettent à la disparition d'un composé. Alors, ce type d'approche peut être réalisé grâce à des approches de laboratoire ou avec des chambres de simulation de grande ampleur, comme celle que vous avez ici, qui est en Espagne, où on va simuler des atmosphères et on va pouvoir ainsi identifier des espèces qui ont des temps de vie chimique plus ou moins longs. Grâce à cette approche-là, on peut classer dans l'atmosphère des espèces qui ont des durées de vie très courtes, qui ne sont pas forcément connues de manière médiatique, mais qui sont présentes en permanence dans l'atmosphère, et notamment des espèces dites radicalaires, c'est-à-dire avec une grande réactivité. Donc vous avez par exemple le radical OH point, hydroxyle, qui est un composé très réactif, son temps de vie est de l'ordre de la seconde. Mais dans l'atmosphère, il est très souvent régénéré et donc il est constamment présent dans notre atmosphère à des concentrations faibles, mais présent pour initier des réactions. Donc on va avoir des espèces à courte durée de vie, on va avoir des espèces à durée de vie modérée, donc avec des temps de vie de l'ordre de l'heure à plusieurs mois, et puis on va avoir des espèces à très longue durée de vie, c'est-à-dire des espèces peu réactives. Et donc ces temps de vie, on va les confronter à ces temps de mélange et on va pouvoir identifier les espèces qui sont susceptibles de se répandre sur la totalité de l'atmosphère ou bien de rester ou d'agir plutôt à l'échelle locale.
Donc on pourra ici identifier ce qu'on appelle l'ampleur de l'impact, c'est-à-dire soit à l'échelle locale, pollution urbaine par exemple, soit à l'échelle régionale, à l'échelle d'un continent, soit à l'échelle globale, à l'échelle de l'ensemble de la planète. Un deuxième paramètre qui influence aussi notre atmosphère et qui conditionne les phénomènes de pollution, c'est les effets de surface. C'est-à-dire le fait que l'atmosphère, bien sûr, c'est un fluide autour de la planète, mais dans les premières couches de l'atmosphère, il y a un contact qui se fait avec notre surface, la surface terrestre, et cette surface terrestre va conditionner certains phénomènes de dilution ou de dispersion de polluants. Alors, souvent associés avec des effets météorologiques, c'est ce que vous avez représenté sur ce document-là, chose que vous connaissez, hein, dans les vallées alpines, c'est des phénomènes relativement bien connus. Habituellement, on sait que la température de l'atmosphère décroît avec l'altitude. Eh bien, il existe des anomalies d'évolution du gradient de température qui sont liées à la différence de comportement thermique entre ce fluide qui est l'atmosphère et le sol, sans rentrer dans le détail. Mais du coup, ça génère bien des stratifications de couches atmosphériques qui vont conditionner, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dispersion des polluants. Pour visualiser ce phénomène, vous avez ici une représentation d'une mesure qui a été faite dans la vallée de l'Arve il y a 2 ans, qui est une mesure réalisée grâce à un ballon associé à une sonde de température, mais aussi une sonde qui mesure ce qu'on appelle le black carbone. J'y reviendrai. Hein. Le black carbone, c'est un constituant des particules atmosphériques. C'est l'équivalent de la suie, si vous voulez. Eh bien, on voit que quand on regarde le gradient de température, on a typiquement au niveau du sol une température qui est négative, moins 2 degrés. Et cette température va augmenter avec l'altitude pour atteindre une valeur proche, voire légèrement positive, à quelques mètres d'altitude. Dans le même temps, vous avez les concentrations de ce composant des particules de black carbone qui sont au niveau du sol relativement importantes. On est en période hivernale. Vous avez ici 7 microgrammes par mètre cube. Et puis, eh bien, on voit que cette concentration, elle décroît aussi avec l'altitude et que vous avez une concentration au-delà de cette inversion thermique qui est bien plus faible. Donc là, on traduit simplement l'effet d'accumulation ou de concentration lié au fait que l'atmosphère, dans la situation météorologique qui était celle de ce jour-là, ne permet pas une dispersion rapide des polluants. Et donc, on a des augmentations de concentration et donc potentiellement des effets de pollution qui sont liés à ce phénomène météorologique, en grande partie. Donc voilà pour ce premier skimming très rapide de la problématique de la pollution. Et donc on va maintenant discuter de cet objet particulier que sont les particules atmosphériques. C'est d'autant plus d'actualité puisque la semaine dernière on était en pic de pollution aux particules atmosphériques. C'est souvent d'ailleurs le polluant incriminé en période hivernale quand on a un phénomène de pollution. Alors, les particules atmosphériques, vous voyez, je vous parle ici de particules au pluriel atmosphériques. Si je vous parlais de la pollution à l'ozone, je vous parlerai de l'ozone. Donc de l'ozone, c'est-à-dire d'un composé gazeux, donc facile à déterminer, parce que c'est une molécule et, dont on peut étudier la réactivité simplement. Et donc les particules atmosphériques, c'est ça la première difficulté, c'est que quand on parle de particules atmosphériques, on va parler de plusieurs objets en fait. Donc sous le terme particules atmosphériques se cache en fait une multitude de composés, mais vous avez peut-être déjà entendu aussi parler d'autres termes, poussière, fumée, PM10, aérosol, etc., etc. En fait, tous ces termes-là va se cacher un petit peu la même problématique. L'industriel, il parlera plus de fumée, par exemple. Le scientifique, il parlera d'aérosol. Le gestionnaire de la qualité de l'air, il parlera de PM10, etc. Donc ce sont des vocabulaires qui sont utilisés par différents
secteurs d'activité, mais qui au final souvent veulent dire un petit peu la même chose. Alors nous, scientifiques, on préfère parler d'aérosol. Il y a une raison très simple à ça, c'est que quand on parle de particules dans l'atmosphère, en fait, on parle de particules finement divisées, liquides ou solides, qui sont en suspension dans un gaz. Et ça, c'est la définition même d'un aérosol. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que cette définition, elle montre que ces particules sont en interaction permanente avec la phase gaz, donc avec les autres polluants gazeux qui existent dans l'atmosphère. Donc, c'est la raison qui nous conduit à préférer ce terme aérosol que le terme particule ou poussière, etc. Dans l'atmosphère, on va pouvoir distinguer différents types d'aérosols. Alors, on va pouvoir, notamment dans certains épisodes, pouvoir distinguer des aérosols liés à des activités marines, celles de mer, des poussières, sable, poussières industrielles, des particules de combustion, des bioaérosols. On peut aussi parler de brouillard et de nuages, puisque un brouillard et un nuage, ça remplit la définition d'un aérosol. Gouttelette liquide en suspension dans un gaz. Voilà. Seulement, en termes de pollution atmosphérique, on va un petit peu distinguer les choses. Et donc, nous, on parlera d'aérosol atmosphérique pour discuter de ces entités qui sont ces poussières. Alors que, quand on parle de brouillard et de nuages, on utilise plutôt le terme hydrométéore. Là, la quantité d'eau est bien plus importante. Et donc, on est devant des objets différents, avec des évolutions différentes et avec une chimie particulière. Donc nous, on va se focaliser aujourd'hui sur la problématique des aérosols atmosphériques. Alors comme je l'ai dit, les aérosols atmosphériques, ce n'est pas un polluant, c'est une multitude d'objets qu'il va falloir étudier. Et c'est la première difficulté qu'on rencontre, c'est que puisque on a une multitude d'objets, eh bien, on a des phénomènes de pollution qui sont multiples aussi. Voilà. Alors, on considère que on a des flux totaux d'émissions sur la planète de 3 à 10 milliards de tonnes de particules, d'aérosols. Je ne vous cache pas qu'il y a une grosse incertitude sur ces chiffres-là, mais voilà, c'est un peu ce qu'on trouve dans la littérature. Autre particularité de ces aérosols, c'est que comme ce sont différents objets, ce sont aussi des objets qui ont des tailles différentes, puisqu'on va parler de particules qui sont de l'ordre des tailles comprises entre le nanomètre et la centaine de micromètres. Et par conséquent, puisqu'on a des objets de différentes tailles, on a des temps de résidence, c'est-à-dire des capacités à rester dans l'atmosphère qui sont aussi très vastes, puisque les plus grosses particules, les grosses poussières par exemple, vont retomber très rapidement, donc quelques minutes de temps de résidence, alors que les particules les plus fines vont pouvoir voyager sur des distances bien plus importantes. Et donc on va observer des événements et des événements de pollution qui sont issus de phénomènes à très longue distance. Autre difficulté qu'on peut rencontrer quand on s'intéresse à ce type de pollution, c'est le fait que, eh bien, on a donc plusieurs objets et donc on a des distributions en taille qui peuvent être étudiées. Et vous avez sur ce graphe-là une même population de particules. Typiquement, c'est une distribution en taille qui a été réalisée sur des particules que l'on trouve en milieu urbain. Mais c'est des distributions qui ont été réalisées en prenant plusieurs critères physiques. Donc la courbe noire, c'est le nombre de particules. On compte le nombre de particules en fonction de leur taille. Ici. Donc là, c'est gradué en micromètres, pardon. On peut, au lieu de compter le nombre de particules, eh bien, représenter la distribution en fonction de la surface de ces particules. Mais on peut aussi représenter la distribution en fonction, alors j'ai un peu triché là, en fonction du volume qu'on a traduit en masse. Voilà. Eh bien, vous vous rendez compte que ces distributions sont très différentes suivant le critère physique que l'on observe ou qu'on veut étudier. Et ces trois critères, il n'y en a pas un de meilleur que l'autre, hein. Ces trois critères sont indispensables à la connaissance de l'effet de ces particules. La surface va nous intéresser sur des problématiques climatiques. Le nombre peut nous intéresser notamment dans les ambiances de travail ou sur les aspects sanitaires. Et la masse également.
Mais ce que l'on constate de ce type de représentation, c'est que quand on fait une représentation en masse, et que l'on représente la représentation en masse avec la représentation en nombre, on se rend compte que les particules les plus fines, ce sont les plus nombreuses, mais qu'elles ne participent que très peu à la masse. Et ça pose des problématiques notamment de métriques à utiliser quand on veut faire de la réglementation. Est-ce qu'il faut utiliser une réglementation en masse ou une réglementation en nombre? Le fait de mesurer une masse peut, ou de se mettre un critère de qualité d'air sur la masse peut aussi avoir pour conséquence d'éviter, enfin pas d'éviter, mais d'oublier certains phénomènes de pollution par des particules très fines. Bon, en termes de surveillance de la qualité de l'air, actuellement en France et plus généralement en Europe, le critère qui est utilisé, c'est la concentration massique en PM10 et PM2,5. Alors qu'est-ce que c'est que les PM10 et les PM2,5? Les PM10, ça va être la mesure de la concentration massique de toutes les particules qui auront une taille inférieure, un diamètre de référence inférieur à 10 micromètres. Donc quand vous mesurez des PM10, vous mesurez en fait la masse totale des particules qui se trouvent ici. Par analogie, de la même manière, les PM2,5, ça va être la masse mesurée pour l'ensemble des particules dont la taille est inférieure à 2,5 micromètres. Donc c'est actuellement le critère réglementaire qui est utilisé dans les normes environnementales pour la qualité de l'air. Donc pour vous donner quelque chose de peut-être un peu plus visuel, c'est une image très couramment utilisée pour montrer la taille de ces particules. Là, vous avez un cheveu humain, c'est à peu près 60 micromètres de diamètre. Et bien, vous voyez qu'un PM10, voilà, c'est 6 fois plus petit. Et puis les PM2,5, c'est encore plus petit. Donc ça vous donne la taille de ces particules qui font l'objet de la réglementation en Europe. Un peu de photographie aussi, donc on en a piégé quelques-unes et on les a photographiées. Alors ce type de photos, vous les trouvez assez facilement sur Internet. Juste pour vous montrer que les particules atmosphériques, même si on parle de diamètre PM10, PM2,5, etc., c'est rarement des sphères. Et ça a des formes très variables. Donc ici, vous avez une particule de suie, donc liée à la combustion. Ici, vous avez une particule amazonienne. Alors la particule qui nous intéresse, c'est celle-ci, qui est assez rigolote, moi je trouve. Mais ce que vous voyez derrière, ce ne sont pas des particules, ce sont les fibres du filtre qui a servi à collecter ces particules. Voilà. Et puis on va trouver des poussières crustales liées à l'érosion du sol, par exemple, ou des cristaux liés aux émissions marines, par exemple. Voilà, des choses très différentes d'un point de vue physique. Et on va le voir aussi d'un point de vue chimique. Alors, je vais passer assez rapidement sur les impacts, parce que vous avez sûrement entendu déjà parler largement de ces phénomènes. La problématique des particules atmosphériques, c'est bien sûr des problématiques liées à des impacts sanitaires. Le fait que nous inhalons une quantité assez importante d'atmosphère dans une journée fait que, bien sûr, certaines de ces particules passent dans notre système respiratoire. Et bien évidemment, les particules les plus fines sont celles qui vont atteindre plus profondément notre système respiratoire. Alors, les modes d'action en termes d'impact sanitaire de ces particules sont encore mal connus. Il y a bien sûr l'effet direct de la particule sur notre système respiratoire. Il y a aussi le rôle de vecteur, puisque ces particules, on va le voir dans leur composition chimique, elles peuvent transporter des espèces qui sont elles-mêmes toxiques ou présentant une toxicité avérée. Donc voilà, il y a plusieurs phénomènes qui interviennent. Et donc, ces dernières années, depuis une quinzaine d'années, il y a toute une série d'études qui ont été menées à l'échelle nationale, internationale, européenne, et notamment vous avez le projet AFECOM, qui a été un projet européen qui a concerné l'étude de la pollution atmosphérique et de ses effets sanitaires sur 25 villes européennes, et qui s'est intéressé à plusieurs polluants, dont les particules, et notamment les particules les plus fines, les PM2,5. Donc vous avez sur cette représentation les différentes villes qui ont été étudiées.
Donc en France, il y avait Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, etc. Vous avez représenté, donc la partie en orange ici, c'est la préconisation de l'OMS en termes d'exposition de la population. La préconisation de l'OMS, c'est d'être exposé à des concentrations inférieures à 10 microgrammes par mètre cube en PM2,5. Et puis la partie rouge, eh bien, c'est les concentrations moyennes qui sont observées sur ces agglomérations. Voilà. Donc vous voyez, il y a des villes qui sont proches de cette préconisation et d'autres qui dépassent relativement ces préconisations. Et donc le graphe qui apparaît là, que je voulais vous montrer, c'est donc une évaluation par ces études épidémiologiques qui ont été menées dans le cadre du projet AFECOM, du gain d'espérance de vie en mois des populations si leur niveau d'exposition était celui de la préconisation OMS. C'est-à-dire que dans le cas de Bucarest, si la concentration, au lieu d'être de 38 microgrammes par mètre cube, était abaissée à 10 microgrammes par mètre cube. Voilà. Voilà, donc avec des espérances de vie qui sont très variables et qui dépendent bien sûr du niveau d'exposition de la population à ces niveaux de concentration. Donc ça montre déjà ça que vous avez des choses très différentes suivant l'endroit où vous êtes, hein, suivant la ville dans laquelle vous résidez, et donc potentiellement aussi suivant les émissions de particules qui peuvent être associées au territoire étudié. Autre impact des aérosols atmosphériques, c'est l'impact climatique, chose un peu moins connue que l'impact sanitaire, un peu moins connue aussi parce que ça reste encore du domaine de beaucoup d'incertitudes en fait, cet impact climatique. Donc, ce que je vous ai indiqué ici, c'est que si les gaz à effet de serre peuvent réchauffer, les particules peuvent refroidir, certaines particules peuvent refroidir. Et vous avez l'exemple typique des phénomènes d'évolution de la température terrestre à l'issue d'éruptions volcaniques, par exemple. Donc là, c'est un exemple qui est très souvent donné parce que ça a été le plus intense, c'est l'éruption du Pinatubo, dans les Philippines, qui a conduit à la projection dans l'atmosphère des altitudes très importantes de particules de soufre. Et donc vous voyez sur les 4 dessins qui sont ici, la répartition de ces particules qui s'est fait sur plusieurs mois. Donc l'exemple de ces particules qui ont envahi l'atmosphère terrestre au cours de l'année qui a suivi cette éruption et qui a conduit à une mesure de l'abaissement de la température sur la planète, enfin dans l'atmosphère, au cours de l'année 91. Alors, c'est pas aussi simple que ça l'impact des particules sur le climat, parce qu'il y a encore beaucoup de questions, notamment liées à la nature chimique de ces particules. Mais une grande part de ces phénomènes est liée au fait que les aérosols, ces particules qui sont présentes dans l'atmosphère, ils ont un rôle important qui est le rôle de noyau de condensation. C'est-à-dire qu'ils vont faciliter la condensation de l'eau gazeuse vers l'eau liquide. Et donc, ils sont indispensables à la formation des gouttelettes de nuages. Alors, on s'est posé la question de savoir si toutes les particules pouvaient avoir ce type de phénomène. Et donc, je vais tenter une petite vidéo. Attention. Parce qu'en effet, le rôle de noyau de condensation dépend bien sûr de la nature chimique de ces particules, de leur affinité avec la molécule d'eau, etc. Et donc, des études ont été menées même sur les particules de suie, c'est-à-dire des particules liées à la combustion. La suie, c'est un réseau tridimensionnel de carbone très peu fonctionnalisé qui n'a pas, a priori, d'affinité avec l'eau. Et c'est une chose qu'on peut voir ici. Hein. Vous mettez un peu de suie sur de l'eau, c'est ce qui est sur la photo qui est là. Et c'est là où je lance la vidéo. Attention. Il dit rien là-haut, donc c'est bon. Et ça marche. Et donc vous voyez que si vous mettez de la suie sur de l'eau, il n'y a pas d'interaction. Et on se dit, bah voilà, la suie ne peut pas jouer ce rôle de noyau de condensation. Alors une petite manip simple, c'est ensuite d'irradier cette suie avec des rayonnements UV. Et en fait, quand on fait ce phénomène-là, et l'UV vous en avez dans l'atmosphère un petit peu, eh bien on se rend compte qu'il y a une modification chimique de
cette suie et qui fait que la suie va se fonctionnaliser et il va y avoir des interactions possibles avec les molécules d'eau. C'est ce que vous avez ici traduit par ce phénomène. Et ils m'ont mis le son. Hop là, on a le son. Voilà. Donc c'était la même chose qu'il disait, mais en anglais. Donc voilà, je préfère vous le dire en français. Voilà. Donc même ces particules de suie qui semblent être totalement hydrophobes, eh bien, présentent à terme dans l'atmosphère des capacités à interagir avec l'eau pour former ces noyaux de condensation. Il n'empêche que, encore une fois, l'impact climatique des aérosols dans l'atmosphère, c'est quelque chose qui est encore très mal précisé. Vous avez ici le tableau émis par le Groupement international d'études sur le climat, où vous avez toute la partie aérosol, donc c'est la partie encadrée, là, en rouge. Et on voit que suivant la nature des aérosols, vous pouvez avoir soit un effet de réchauffement, forçage radiatif positif, soit un effet de refroidissement. Actuellement, on est plutôt sur l'idée qu'il y a globalement un effet de refroidissement, mais avec beaucoup d'incertitudes, mais qui est loin de compenser l'effet de réchauffement des gaz à effet de serre. Alors d'où viennent ces particules et comment on peut étudier leur origine à travers la chimie? Alors, les particules atmosphériques, origines très diverses, bien sûr des sources liées à nos activités, la combustion bien sûr, mais aussi les poussières émises par l'industrie, les activités de chantier par exemple. Il y a également bien sûr des origines naturelles très importantes, éruptions volcaniques, on en a parlé, vents de sable, les émissions marines et également la végétation qui émet ces particules, donc ces milieux condensés dans l'atmosphère. Les émissions directes, c'est ce qu'on va appeler des aérosols primaires, à l'instar de ce que j'ai défini pour les polluants primaires et secondaires. Mais c'est là où on a une petite difficulté supplémentaire, toutes ces sources, elles émettent également des espèces gazeuses. J'en ai mis quelques-unes ici, du dioxyde de soufre, du dioxyde d'azote, de l'ammoniac, des hydrocarbures. Or, ces espèces, dans ce milieu atmosphérique, qui est rien d'autre qu'un réacteur photochimique, un réacteur chimique, ces espèces peuvent réagir, on l'a vu, certaines ont des durées de vie relativement courtes, elles peuvent réagir pour former des molécules qui vont avoir des masses plus importantes, donc qui vont avoir moins de volatilité, qui vont se condenser et produire ce qu'on appelle l'aérosol secondaire. Donc, des particules qui se forment dans l'atmosphère. Donc on comprend là, tout de suite, qu'on va avoir peut-être une difficulté à bien maîtriser l'origine de ces particules secondaires. Alors, pour étudier les raisons ou les causes d'un phénomène de pollution aux particules, on peut bien sûr s'intéresser à ce qui est mesurable, à l'émission, c'est-à-dire directement à la sortie de nos cheminées, nos pots d'échappement ou au niveau des activités naturelles. Ça, c'est des mesures qui sont réalisées depuis très longtemps et qui permettent d'établir ce qu'on appelle ça permet de traduire en termes de responsabilité par secteur d'activité les émissions potentielles que peut avoir un territoire. Donc là, vous avez une répartition des émissions de PM10 en France depuis les années 91, calculée sur cette approche de mesure à l'émission. Alors cette approche, elle est indispensable parce qu'elle nous permet d'avoir une situation, une évolution. La seule difficulté, c'est que là, on a souvent juste la mesure de ce qu'on appelle l'aérosol primaire, c'est-à-dire les particules qui sont émises directement. On n'a pas d'informations, ou très peu, sur le potentiel de formation d'aérosols secondaires. Alors ces phénomènes de pollution, ce phénomène d'émission de particules, qu'elles soient primaires ou secondaires, elles peuvent bien sûr générer des épisodes de pollution locale. Elles peuvent aussi générer des phénomènes qui sont de plus grande ampleur. Vous avez un cas ici d'un épisode qui a eu lieu en mars 2015, qui était assez généralisé sur l'Europe. Pour savoir d'où venait ce phénomène, on a étudié la chimie des particules, et je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Eh bien, cet épisode-là, il a été lié ou associé à des émissions diverses, et notamment le fait que on a retrouvé dans la composition de ces particules des espèces qui sont issues
de l'évolution chimique de gaz, tels que les oxydes d'azote fortement émis par la circulation, ou bien le dioxyde de soufre plutôt émis par l'industrie, mais aussi, on a retrouvé dans sa composition de l'ammoniac plutôt associé à des émissions agricoles et dont les émissions deviennent plus importantes quand le printemps arrive en raison des activités et des pratiques agricoles. Et l'association de ces facteurs fait que se sont formés dans l'atmosphère des particules, dont vous avez ici une petite photographie, de nitrate d'ammonium, sulfate d'ammonium, pardon, qui sont typiquement, enfin l'exemple type de ce qu'on appelle les particules secondaires. Alors ce n'est pas les seules raisons qui ont conduit à ça, mais ces phénomènes-là, lors de cet épisode, étaient relativement prédominants. Autre exemple de cette problématique des aérosols secondaires, c'est est-ce qu'on pourrait à terme évaluer la capacité de formation des aérosols secondaires à partir d'un secteur d'émission. Donc ça, c'est une étude récente, il y a 3-4 ans maintenant, qui a été faite par des collègues de Marseille, laboratoire de chimie et environnement de Marseille, et des collègues du PSI de Zurich, et qui a conduit en fait à réaliser la manip suivante. Vous prenez un véhicule, vous captez les émissions véhiculaires et vous les orientez vers une chambre de réaction, c'est-à-dire que vous allez recréer une atmosphère dans laquelle vous allez associer des oxydants que vous pouvez retrouver dans l'atmosphère et une activité photochimique, c'est-à-dire un rayonnement semblable à celui qu'on peut recevoir dans notre atmosphère. Et bien, quand on fait ce type de représentation, eh bien, on voit apparaître, vous avez ici deux parties de la manip, comme on dit, hein, de l'expérimentation. Vous avez ici cette première partie, ce sont les émissions, c'est-à-dire le taux de particules en matière organique qu'on va quantifier à la sortie du pot d'échappement qui arrive dans la chambre. Et puis, quand on rajoute des oxydants et qu'on met la lumière, eh bien, on se rend compte que le taux de particules va augmenter. Donc ici, vous avez les particules primaires, et puis ici, vous avez des particules secondaires qui se forment. Donc potentiellement, vous avez un taux de particules qui est bien plus important que la simple mesure de particules primaires qu'on pourrait faire à la sortie d'un pot d'échappement. Voilà. Donc vous avez une illustration de ce que potentiellement peut se produire dans l'atmosphère. Alors, on va parler de cette composition chimique des particules parce que, bien sûr, devant ces interrogations, impact sanitaire, impact sur le climat, processus secondaire, etc., on s'est demandé comment la chimie, et donc la composition chimique de ces particules, pouvait nous aider à identifier la responsabilité des différentes sources sur les niveaux de concentration qu'on peut être amené à respirer dans un site donné. Donc on peut réaliser et approcher la chimie des particules de différentes manières. Je vais en aborder qu'une aujourd'hui. On peut étudier la chimie des particules à travers leurs propriétés optiques, par exemple, voir comment elles absorbent, etc. Nous, ici, on va s'intéresser à la chimie des particules par l'angle, on va dire, basique du chimiste, c'est-à-dire qu'il va chercher des molécules qui sont présentes dans les particules. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut réaliser de la manière suivante. Vous prélevez, donc vous prenez un aspirateur en fait, c'est rien d'autre qu'un aspirateur, hein, vous prélevez de l'air que vous impactez sur un filtre qui au départ est blanc hein, et qui au bout de 24 heures de prélèvement se trouve être de cette couleur-là. Voilà, et vous prélevez de telle sorte à sélectionner les particules les plus fines, par exemple les PM10. Et ensuite, on peut déployer toute une série d'analyses sur ces échantillons pour étudier la composition de ces particules. Alors on va trouver dans la composition des particules différentes fractions. Vous avez ce qu'on appelle la fraction organique, hein, donc composée de carbone, de fonctionnalités, etc. Hein. Donc la fraction organique, on pourra distinguer deux aspects dans la fraction organique, même si les choses ne sont pas aussi marquées que le schéma veut le donner, mais vous avez donc le carbone élémentaire,
ce qui peut être équivalent à de la suie ou du black carbone, le carbone noir, voilà, et toutes les différentes appellations. Et puis vous avez le carbone organique, qui est une composante dont on va reparler tout à l'heure. Et puis vous avez toute la fraction dite inorganique, où on va trouver des métaux, des espèces ioniques, et notamment les sulfates, les ammoniums dont on a parlé tout à l'heure, toute cette série de composés dont on a déjà un petit peu discuté. Quand on fait ce bilan de la composition chimique assez globale de l'aérosol, à différents endroits, à différents lieux, eh bien on se rend compte que cette représentation chimique, elle est différente suivant l'endroit où on se trouve. Alors bien sûr, les niveaux de concentration sont différents, que ce soit en milieu naturel qu'en bord de route ou en milieu urbain. J'ai forcément moins de particules. Mais j'ai aussi cette composition chimique qui est différente. Et cette composition chimique, elle témoigne donc de l'influence des différentes sources qui ont pu intervenir dans la formation de ces particules, à la fois les sources d'émission directes, mais aussi les processus d'évolution chimique de formation d'aérosols secondaires. Donc, on va pouvoir introduire une notion de profil chimique particulier ou d'empreinte chimique. Je vais y revenir. Est-ce que, voilà, on peut exploiter ces caractéristiques chimiques pour identifier les sources de particules, d'aérosols, et voir, soyons fous, d'aller quantifier leur influence sur les concentrations ambiantes en particules. Et tout ça, bien sûr, dans l'optique de faire un diagnostic qui soit le plus pertinent possible sur les raisons de ces niveaux de concentration. Alors c'était un exposé sur la chimie, donc je fais un peu de chimie. Voilà. Donc, pour appréhender ça, il y a plusieurs façons, et notamment, c'est un point sur lequel on travaille beaucoup au laboratoire, c'est d'aller explorer la fraction organique, parce que c'est une fraction qui n'a été explorée que depuis quelques années. Explorer la fraction organique, c'est d'aller voir si on peut identifier dans cette fraction organique des espèces intéressantes en termes de molécules. Alors cette fraction organique, comme on l'a vu, elle est composée d'abord de ce carbone élémentaire, carbone suie, black carbone, etc., dont on a parlé tout à l'heure, et elle est composée de ce carbone organique, qui est en fait un mélange de molécules dont on est incapable de donner la totalité de la composition actuellement. Donc une grande part reste un mystère. Quoi qu'il en soit, cette fraction organique, elle est intéressante parce qu'elle peut représenter 30 à 70% de la masse totale des particules dans l'atmosphère. Alors dans cette fraction, dans ce carbone organique, on va trouver toutes les familles chimiques que le chimiste sait décrire. On va trouver aussi des composés toxiques, comme je vous l'ai dit. Les particules pouvaient avoir ce rôle de vecteur de composés toxiques qui sont émis parfois en même temps que dans certains processus de combustion. On va trouver aussi des molécules qui sont issues de l'évolution chimique dans l'atmosphère, donc ce qu'on appelle nous des indicateurs de transformation chimique. Et donc on peut comme ça essayer de faire un descriptif le plus large possible de molécules présentes dans cette fraction organique. Donc voilà un exemple de description de la chimie des particules. Alors c'est dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. Donc vous voyez ici, vous avez la représentation globale de la particule, fraction inorganique, fraction organique. Eh bien, le chimiste actuellement, il est capable d'identifier que 20% de ce qu'il y a dans cette fraction organique, voire 13%. Voilà. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais c'est énorme, en fait, par rapport à ce qui se fait dans le monde. Voilà. Alors attention, on n'a pas forcément intérêt à aller identifier toutes les molécules qui sont dans cette fraction organique. Pourquoi ? Parce que ce qui va nous intéresser, c'est plutôt d'aller chercher des molécules qui nous donnent une information. Alors on peut avoir intérêt d'aller chercher une information d'ordre sanitaire, mais on peut aussi avoir intérêt d'aller chercher une information qui est plutôt une information d'ordre
étude des sources, c'est-à-dire identification des process qui génèrent ces aérosols. Donc c'est la notion de composés traceurs et d'empreintes chimiques. Alors un traceur, c'est quoi? Un traceur, c'est une espèce chimique qui sera émise, dans le meilleur des cas, exclusivement, et dans les cas les plus courants, essentiellement, par une source, et qui permet donc de caractériser les émissions de cette source. Alors il existe plusieurs traceurs. Il en existe aussi dans la fraction inorganique. Si on trouve du chlorure de sodium dans l'aérosol, c'est qu'on a un impact marin, une origine marine, ou une origine liée à l'épandage du sel dans les routes en hiver, par exemple. Bien, dans la fraction organique, on a plusieurs indicateurs que l'on utilise. Un qui, depuis quelques années, a un succès fou, c'est le lévoglucosant. Pourquoi? Parce que lui, peut-être, répond à cette définition d'émission exclusive. On va être prudent, parce que la science avance. Cette molécule, elle est émise lors de la dégradation thermique de la cellulose. C'est-à-dire que c'est un bon indicateur, un bon traceur, des processus de combustion de la biomasse. On utilise aussi des composés de la famille des opanes, donc ce type d'hydrocarbures, on va dire, voilà, qui ont la particularité d'être émis lors de la combustion d'huile lubrifiante et donc qui sont des traceurs intéressants des émissions véhiculaires. Et puis voilà, on travaille sur ces différents traceurs. Un qu'on a identifié il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs le chercheur qui a identifié ça, il se trouve dans la salle actuellement, donc il a son moment de gloire là. Non, c'est le travail d'une thèse qui a eu lieu il y a 3-4 ans, où on a essayé de cerner la responsabilité de certaines activités industrielles sur des niveaux de pollution. Et donc on a ici un traceur intéressant qui est lié à la combustion et la manipulation de carbone. Donc il peut être associé à des émissions industrielles qui sont dans ce cadre-là. Alors cette notion de traceur, elle est importante. Vous verrez à l'issue de la conférence un petit peu l'application concrète de tout ça. Mais prenons ce traceur, le lévoglucosant, c'est ce traceur qui a permis de montrer il y a quelques années que les niveaux de particules en France et plus globalement en Europe avaient des origines diverses, certes, mais avaient étaient issus de manière assez importante de la combustion de la biomasse. Et donc on a analysé ce composé sur des échantillons qui venaient un petit peu partout en France et on a montré bien sûr qu'en hiver ces concentrations augmentent et notamment avec des concentrations très importantes quand on se trouve dans des zones comme la région Rhône-Alpes et plus particulièrement dans les vallées alpines. Les traceurs, on peut les utiliser aussi de manière qualitative pour essayer d'étudier l'influence de source et notamment utiliser ce qu'on appelle la notion d'empreinte chimique. L'empreinte chimique, c'est d'utiliser des composés qui sont émis par différentes sources, mais de regarder si, suivant les sources, on n'a pas des comportements différents en termes d'émissions et on n'a pas, par exemple, des rapports entre ces molécules qui sont différentes. Donc là, je vous donne un exemple de ce qui peut être fait sur les sources de combustion. Quand vous brûlez de la matière organique, vous formez systématiquement de la suie, donc du carbone élémentaire. Vous formez aussi systématiquement ces molécules-là qui sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc on utilise des outils de projection de données qui nous permettent de situer différentes sources. Donc si on mesure ces composés à la source, c'est-à-dire à la sortie d'une cheminée par exemple, à la sortie d'un pot d'échappement, on va pouvoir porter sur un diagramme à deux dimensions le rapport de chacun de ces composés avec le carbone élémentaire et on va pouvoir situer un point qui caractérise une source particulière. Là vous avez la combustion du bois par exemple, là vous avez les émissions véhiculaires et entre ces différentes sources on peut tracer une ligne de mélange, c'est-à-dire une ligne qui représente théoriquement ce que serait le mélange de ces deux sources. Maintenant, si on va réaliser la même mesure non plus à la source, mais sur un site d'étude en atmosphère ambiante,
eh bien, on peut projeter les points obtenus en atmosphère ambiante sur ce graphe de référence. Et le comportement des points en atmosphère ambiante va nous permettre de distinguer, de manière très qualitative, en première approche, l'influence des différentes sources. Donc là, j'ai pris le cas d'un site, d'une étude qu'on avait menée à l'Echerenne, donc dans le massif des Vosges, à côté, là. Les approches précédentes dont je vous ai parlé, ça permet de visualiser une influence d'une source par rapport à une autre. Ici, vous avez en hiver l'influence majeure de la source combustion du bois qui apparaît. Et puis dès qu'on fait les prélèvements en été, on voit que les points de référence, les points sur site se déplacent le long de cette ligne de mélange, laissant supposer que l'influence des émissions véhiculaires sont plus importantes. Alors, on essaye d'aller une étape supplémentaire, c'est que là on vient de voir l'influence, on va essayer maintenant de quantifier cette influence en partant du principe suivant, toujours avec cette composition chimique. Si je collecte un échantillon d'air ambiant, les aérosols que je collecte sont en fait le mélange issu de la multitude de sources potentiellement qui émettent des particules et les processus secondaires qui peuvent former des aérosols secondaires. L'idée, c'est de se dire, en partant d'un échantillon d'air ambiant, que l'on va caractériser chimiquement le plus finement possible, est-ce qu'il est possible de remonter à l'influence, mais quantitative, c'est-à-dire en chiffrant l'influence des sources qui ont donné naissance à ces aérosols. Alors c'est là où on a introduit la notion de modèle récepteur dans nos disciplines. Le modèle récepteur, il en existe plusieurs sortes, sur des modèles mathématiques. Ce n'est pas de la modélisation pour faire de la prévision, attention. C'est utiliser en fait un modèle mathématique qui va nous permettre de séparer, à partir de données chimiques, différentes sources. Donc il y en a un qui est plus fortement utilisé en ce moment, c'est ce modèle qu'on appelle le PMF. Alors on ne va pas faire de maths, parce que je ne suis pas compétent dans les maths, mais le principe il est le suivant. Si vous disposez d'une série d'observations d'aérosols assez grandes, par exemple vous faites une année de prélèvement sur un site, vous avez une centaine d'échantillons, vous caractérisez chimiquement ces échantillons, donc vous étudiez les traceurs que vous pouvez trouver à l'intérieur, vous avez donc potentiellement l'évolution des concentrations de ces traceurs au sein de l'aérosol au cours de ces 100 observations, ces centaines d'observations. Eh bien, le modèle va utiliser cette série d'observations pour à la fois identifier ce qu'on appelle des profils de sources. En fait, il va identifier des espèces qui évoluent assez proches l'une de l'autre, enfin qui évoluent de la même manière au cours du temps. Et il va vous proposer ce qu'on appelle un facteur, un profil chimique. Et c'est à l'opérateur, donc nous, chimistes, de donner un nom à ce facteur, à cette typologie de source. C'est-à-dire que si on retrouve, par exemple, dans ce facteur, l'influence forte du lévoglucosant et d'autres traceurs, on va dire, tiens, ce facteur, il représente la combustion du bois. Si je trouve des opanes, tiens, ce facteur, il représente les émissions véhiculaires. D'accord ? Et le modèle va pouvoir aussi associer à ce facteur la contribution de ce facteur à la masse de l'aérosol. Donc, il va pouvoir me donner toute une série de résultats que l'on peut résumer par ce type de graphe, qui représente en fait la contribution, en pourcentage bien sûr, la contribution de chacune des sources identifiées à la masse de particules mesurées sur le site d'étude. Donc là, vous avez une représentation des données qui sont issues du programme Decombio. Donc, il y a un programme d'étude de la qualité de l'influence de la biomasse sur la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve, et qui est issu de la thèse de Flory-Chevrier. Et donc, vous avez une représentation issue de ces approches, où là, vous voyez les contributions moyennes sur une année, sur 3 sites, Marna, Passy, Chamonix. Là, vous voyez les contributions en se focalisant sur la période hivernale, et là, en se focalisant sur la période été, période chaude, été au sens large. Voilà.
Et donc, on a ici identifié, grâce à ces approches, différentes typologies de sources. Donc, ce qu'on appelle des procédés industriels, par exemple, le véhiculaire, qui regroupe ici aussi bien les émissions liées à la combustion du carburant, mais aussi les émissions dites indirectes du véhiculaire, c'est-à-dire, par exemple, l'érosion des plaquettes de frein, des pneus, etc. La combustion de biomasse, sel de mer, sel de route, du biogénique primaire, donc activité naturelle, poussière cristale, etc. Donc on voit ici que, bien sûr, la nature de l'aérosol entre des saisons est très différente, puisque en période hivernale, on va voir apparaître une source assez forte, qui est la source combustion du bois, combustion de la biomasse, qui est liée à nos utilisations énergétiques en cette période-là. Alors qu'en été, les concentrations de particules sont beaucoup plus faibles, mais on va voir apparaître des phénomènes plus issus d'activités naturelles, comme le biogénique primaire, mais aussi des phénomènes plus associés à des protocoles, à des processus secondaires, la réactivité étant plus importante à cette saison. Alors, quand on a sorti cette série, enfin pas cette série, mais ça fait plusieurs années qu'on a identifié, notamment dans nos vallées, cette prédominance de la combustion du bois sur les niveaux de particules en période hivernale. Alors, c'est très fort dans les vallées alpines, mais globalement, quand on regarde les résultats obtenus sur d'autres sites, on se rend compte que cette source, elle a une influence non négligeable aussi sur d'autres sites, notamment urbains. Là, vous avez toute une série de résultats qui sont issus d'une étude qui a été menée notamment par ce qu'on appelle le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, qui montre que cette source combustion de la biomasse reste en France une source relativement importante en période hivernale, bien sûr. Voilà, et ben, je vais peut-être arriver au bout. Donc pour résumer, et donc faire un petit bilan de ce que je viens de vous présenter, donc la notion de pollution atmosphérique, alors là j'ai marqué la pollution atmosphérique, alors que j'aurais dû parler de les pollutions atmosphériques, puisqu'il y a plusieurs types de pollution. Donc ce sont des phénomènes qui recouvrent de nombreuses notions, types de polluants, émissions, réactivité, à chaque épisode de pollution des origines différentes. La compréhension de ces phénomènes nécessite des approches pluridisciplinaires. Le chimiste a sa place, vous l'avez vu, mais on a besoin aussi de géographes pour étudier les émissions, l'occupation des territoires et le potentiel d'émissions que ça peut associer. D'un point de vue plus étude sur les particules, sur cet objet particulier que sont les particules atmosphériques, ces dernières années, la caractérisation chimique a fortement contribué à une meilleure compréhension des phénomènes de pollution aux particules. On a notamment beaucoup progressé sur, alors on a progressé, mais c'est pas fini, sur l'influence des sources primaires. Il reste encore beaucoup de travail sur la compréhension de ces processus de formation secondaire, notamment vis-à-vis de la fraction organique. Le poids de ce processus secondaire sur les niveaux d'exposition et plus globalement le rôle de cette chimie sur les impacts des particules fines. Et je voudrais terminer par une petite chose, juste pour montrer, là je vous ai montré des molécules, etc. Ça peut sembler être voilà, le chimiste qui fait son travail dans son labo, qui manipule ces molécules et que ça ne sort pas du labo. En fait, travailler sur l'aérosol atmosphérique, la composition chimique, c'est quelque chose qui a fortement démarré dans les années 2000. Le laboratoire y a pris sa part. Et notamment, une des conséquences de ces travaux, ça a été la mise en place à l'échelle nationale du dispositif CARA, du programme CARA. Donc en fait, c'est un transfert un petit peu des travaux de recherche qui ont été menés dans les laboratoires vers de l'opérationnel, puisque c'est à partir des années 2010 que le programme CARA s'est mis en place. Le programme CARA, il visait à dire on va à chaque épisode de pollution aux particules, on va accumuler des échantillons de référence et on va étudier la chimie de ces échantillons. Alors, les échantillons issus de sites urbains. Les premières villes qui ont participé à ce programme, c'est Lyon, Grenoble, il y avait Strasbourg aussi. Maintenant, c'est beaucoup plus vaste. Et donc, à partir de ces échantillons qu'on met en réserve, on identifie par la chimie
l'importance des différentes sources qui y contribuent. Et ça permet, donc ça c'est un petit bilan qui a été fait l'an dernier par le dispositif CARA, donc qui est piloté par le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air. Ça permet d'avoir une vue de l'origine des épisodes de pollution aux particules. Et le deuxième objectif de ça, c'est bien sûr documenter sur du long terme ces épisodes pour améliorer la modélisation, c'est-à-dire la prévision de ces phénomènes de pollution. Voilà. Et donc le premier traceur qui a été analysé dans CARA, ça a été bien sûr le carbone élémentaire, mais aussi le lévoglucosant. Et puis maintenant, le dispositif se diversifie, il y a d'autres approches qui apparaissent. Voilà. Et pour terminer, juste quelques mots sur les gens avec qui on travaille dans ce domaine. Alors d'abord, on s'appuie fortement sur les réseaux de surveillance de la qualité de l'air. En région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ATMO Auvergne-Rhône-Alpes. Mais dans chaque région, vous avez regroupé au sein de la fédération ATMO une association agréée de surveillance de la qualité de l'air dont certains ont participé à nos travaux. On a même un représentant de l'association de Guyane qui est là, je crois, qui a fait 6000 km pour assister à la conférence. Je suis vraiment ému, mais voilà. Et puis surtout, les laboratoires avec qui on travaille, l'Institut de géosciences de l'environnement, le laboratoire chimie-environnement de Marseille, là c'est Grenoble, l'Institut national d'études des risques à l'INERIS, je ne me rappelle plus. Alors l'IFSTAR, c'est l'Institut sur le transport et la sécurité, le Paul Scherrer Institut en Suisse, qui finance ce type de recherche, l'ADEME, le ministère de l'Environnement, à travers des programmes qu'on appelle Priméqual et Corteam, et puis nos tutelles également, l'Université Savoie-Mont-Blanc, la région, le CNRS. La région, c'est pas une tutelle, mais la région a fortement contribué aussi à la plupart de ces études. Je vous remercie de votre attention et de votre patience. Merci.